Hello, hello, nous continuons notre lecture de notre roman Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. Waouh, déjà, la première partie du chapitre 1, waouh, j'étais bluffée. J'aime bien les œuvres d'Amadou Kourouma. Ça dégage une certaine particularité, on sait bien que ce sont ses œuvres parce qu'il allie tellement bien sa langue maternelle, le malinké, avec le français, qui fait que ses romans sont authentiques. On sait que c'est un noir qui écrit, quelqu'un qui n'est pas français d'origine, qui s'approprie la langue française tout le temps, la combinant avec sa langue maternelle. Et quand tu lis ses œuvres, tu sais que c'est original. Il y a son empreinte sur ses œuvres. Et que disons-nous du titre « Allah n'est pas obligé ». Ce titre-là, quand je lis, ça m'évoque plein de choses, c'est pas pour vous. Mais c'est vrai, Allah n'est pas obligé. Quand on a un groupe, on a le même âge, d'autres personnes se marient, d'autres ne se marient pas. Allah n'est pas obligé que tout le monde se marie au même moment. Allah n'est pas obligé que tout le monde ait des enfants au même moment. Allah n'est tout simplement pas obligé de nous faire riches ou pauvres. Allah nous a donné la santé. Allah nous a donné la vie. C'est à nous de nous battre. Allah n'est vraiment pas obligé de faire main et pied pour nous. En tout cas, c'est ce que le titre me dit. Et vous, que pensez-vous du titre? N'oubliez pas d'interagir. En tout cas, interagissez beaucoup afin qu'on puisse échanger. Tout n'est pas d'écouter seulement la lecture, mais il faut qu'on sache ce que chacun pense de ce qu'il a lu. Et n'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à ma page Lecture paisible. Sur ce, nous continuons la deuxième partie de notre chapitre 1. Quand maman est morte, Bala a dit qu'elle n'avait pas été mangée par les sorciers. Parce que lui, Bala était un devin, un féticheur qui détectait les sorciers, qui connaissait les sorciers. Grand-mère a expliqué que maman avait été tuée par Allah, seule avec l'ulcère et les lames qu'elle a trop versées. Parce que lui, Allah du ciel, fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de faire juste toutes ces choses d'ici-bas. À partir de ce jour, j'ai su que j'avais fait du mal à ma maman, beaucoup de mal. Du mal à une handicapée. Ma maman ne m'a rien dit, mais elle est morte avec la mauvaiseté dans le cœur. J'avais ces malédictions, la damnation. Je ne ferai rien de bon sur terre. Je ne vaudrai jamais quelque chose sur cette terre. Peut-être je vous parlerai plus tard de la mort de ma maman, mais ce n'est pas obligé ou indispensable d'en parler quand je n'ai pas envie. Faforo, cesse du père. Je ne vous ai rien dit encore de mon père, il s'appelait Mori. Je n'aime pas parler de mon père, ça me fait mal au cœur et au ventre. Parce qu'il est mort sans avoir la barbe blanche de vieillard sage. Je ne parle pas beaucoup de lui parce que je ne l'ai pas beaucoup connu. Je ne l'ai pas beaucoup fréquenté parce qu'il est crevé quand je roulais encore à quatre pattes. C'est le guérisseur Bala que j'ai toujours fréquenté et aimé. Heureusement, le féticheur Bala connaît trop de choses. Il connaît la sorcellerie et a trop voyagé comme chasseur en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même au Ghana et au Libéria, où des Noirs sont américains noirs et où tous les indigènes parlent le pidgin. C'est comme ça on appelle là-bas l'anglais. Issa est mon oncle. C'est comme ça on appelle le frère de son père. C'est à mon oncle Issa que devait appartenir maman après le décès de mon père. C'est lui qui devait automatiquement marier ma mère. C'est cela la coutume des malinqués. Mais personne au village n'était d'accord de donner ma maman à l'oncle Issa. Parce qu'il n'était jamais venu voir maman dans sa case. Il ne s'était jamais occupé de moi et a toujours critiqué méchamment mon père, mon grand-père, ma grand-mère. Personne au village n'aimait l'oncle Issa. Personne ne voulait de l'application de la coutume. Et de son côté, mon oncle Issa ne voulait pas d'une femme qui marche sur les fesses et qui a toujours une jambe pourrie en l'air. Comme la loi du Coran et de la religion interdit à une musulmane pieuse comme ma maman de vivre un an de 12 lunes en dehors d'un mariage scellé avec attachement de cola. Cola signifie graine comestible de colatier consommée par ses vertus stimulantes. La cola constitue le cadeau rituel de la société traditionnelle. Ma maman a été obligée de parler, de dire ce qu'elle voulait, de choisir. Elle a dit à grand-mère que c'était toujours Bala qui était nuit et jour dans sa case. Elle voulait son attachement de cola avec son guérisseur et féticheur Bala. Tout le monde a crié et aboyé comme des chiens enragés. Tout le monde était contre parce que Bala était un bombara féticheur qui ne faisait pas les 5 prières par jour, ne jeûnait pas. Donc il ne pouvait pas marier une musulmane pieuse comme ma mère qui tous les jours fait à l'heure ses 5 prières.
Il y a eu palabre et lecture du Coran. Pour couper court aux longues palabres, on est allé voir l'imam. C'est ainsi, on appelle le vieillard à la barbe blanche qui prie devant tout le monde le vendredi, les jours de fête et même 5 fois par jour. L'imam a demandé à Bala de dire plusieurs fois Allah Kubaru et Bismillah. Et Bala a dit une seule fois Allah Kubaru et Bismillah. Et tout le monde a été d'accord pour l'attachement de Kola avec Bala. C'est ainsi que Bala est devenu mon beau-père. C'est comme ça on appelle le second mari de votre mère. Bala et maman ont fait un mariage en blanc. Même si la femme et l'homme mariés sont noirs et habillés en noir, quand ils ne font jamais l'amour, on dit qu'ils ont fait un mariage en blanc. Le mariage était en blanc pour 2 raisons. Bala avait trop de gris-gris au cou et au bras et à la ceinture et il ne voulait jamais se déshabiller devant une femme. Et même s'il voulait enlever tous les fétiches, il n'aurait jamais réussi à faire des enfants parce qu'il ne connaissait pas la technique de mon père. Mon papa n'avait pas eu le temps de lui apprendre la façon acrobatique de se bien recourber sur maman pour appliquer des enfants. Vu que maman marchait sur les fesses comme en l'air, la jambe droite pourrie avec l'ulcère. Mon papa, il a fait 3 enfants avec ma mère, ma soeur Mariam et ma soeur Fatouma. Mon papa était un gros cultivateur et un bon croyant qui nourrissait bien ma mère. Grand-mère a dit que mon père est obligé, et moi, malgré tout le bien qu'il faisait sur terre, parce que personne ne connaîtra jamais les lois d'Allah et que le Tout-Puissant du ciel s'en fout. Il fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé de faire toujours juste tout ce qu'il décide de réaliser sur terre ici-bas. Ma maman est morte pour la raison que Allah l'a voulu. Le croyant musulman ne peut rien dire ou reprocher à Allah, a dit l'imam. Il a ajouté que ma maman n'est pas morte par sorcellerie, mais par son ulcère. Sa jambe a continué à pourrir à cause qu'il n'y avait plus personne pour la guérir après la disparition de les ciseaux et de son fils et que sa maladie n'était pas une maladie à soigner dans un dispensaire du blanc. À cause aussi que le temps que Allah lui avait accordé sur terre était terminé. L'imam a ajouté que ce n'était pas vrai que ce que les vieillards crasseux étaient venus raconter. Ce n'est pas vrai que maman mangeait elle-même dans la nuit par sorcellerie dans sa chair pourrie. Ça m'a refroidi le cœur et j'ai recommencé à pleurer ma mère. L'imam a dit que je n'avais pas été un garçon gentil. L'imam dans le village, c'est le marabout à la barbe abondante qui, les vendredis à 13h, dirige la grande prière. C'est pourquoi j'ai commencé à bien regretter. Et toujours maintenant, ça me fait mal, ça brûle mon cœur quand je pense à la mort de maman. Parce que parfois, je me dis que peut-être maman n'était pas une sorcière mangeuse d'âmes et me rappelle la nuit où elle a fini. Quand maman a commencé à trop pourrir au dernier degré, elle m'a convoqué et a serré trop fort mon bras gauche avec sa main droite. Je ne pouvais pas échapper pour aller faire le petit vagabond cette nuit, là, dans les rues. J'ai dormi dans la natte et maman a rendu l'âme au premier chant du coq. Mais le matin, les doigts de maman étaient tellement serrés sur mon bras qu'il a fallu Bala, grand-mère et une autre femme pour m'arracher à ma mère. Voilà, hé, au nom d'Allah, c'est vrai. Tout le monde a beaucoup pleuré parce que maman avait trop souffert sur cette terre ici-bas. Tout le monde a dit que maman allait partir directement dans le bon paradis d'Allah là-haut parce qu'elle a connu sur terre ici-bas tous les malheurs et toutes les souffrances que Allah n'avait plus d'autres malheurs et souffrances à lui appliquer. L'imam a dit que son âme sera une bonne âme, une âme qui protégera bien les vivants contre les malheurs et tous les mauvais sorts, une âme qu'il faut adorer et évoquer. Maman est maintenant dans le paradis, elle ne souffre plus. Tout le monde sur terre ici est content, sauf moi. La mort de maman me fait mal, encore très mal, parce que les déclarations des vieillards cafres étaient de gros mensonges, ils étaient de fieffeux menteurs. Et moi, j'ai été avec elle un mauvais et vilain garçon. J'ai blessé maman. Elle est morte avec la blessure au cœur. Donc, je suis maudit. Je traîne la malédiction partout où je vais. Yamoko Dei, Batadiz. Pour les funérailles de ma mère, 7e et 40e jour, signifie, d'après inventaire des particularités, cérémonie à la mémoire d'un défunt. Ma tante Mahan est venue du Libéria. Mahan est la maman de Mamadou. C'est pourquoi on dit que Mamadou est mon cousin.
Ma tante Mahan vivait au Libéria, loin de la route, dans la forêt, après une rivière. Elle s'était réfugiée là-bas avec son second mari parce que son premier mari, le père de mon cousin Mamadou, était un maître chasseur. Un maître chasseur qui criait, injuriait, menaçait avec le couteau et le fusil. C'est ce qu'on appelle un violent. Le maître chasseur, le papa de Mamadou, était un gros violent. Ma tante a fait avec le maître chasseur ma cousine Ferima et mon cousin Mamadou. Le nom du maître chasseur, le père de Mamadou, était Morifing. Mais tellement Morifing injuriait, frappait, menaçait ma tante, tellement qu'un jour ma tante est partie, elle a fui. Partout dans le monde, une femme ne doit pas quitter le lit de son mari, même si le mari injurie, frappe et menace la femme. Elle a toujours tort. C'est ça qu'on appelle les droits de la femme. C'était pas encore les indépendances. Ma tante a été convoquée au bureau du commandant blanc de la subdivision à cause des droits de la femme. Les 2 enfants ont été arrachés à leur mère et confiés à leur père. Pour empêcher ma tante de voler, de voir ses enfants, leur père les a envoyés en Côte d'Ivoire. Le cousin Mamadou a été confié à son oncle, un gros infirmier. L'infirmier a envoyé mon cousin à l'école des Blancs en Côte d'Ivoire là-bas. En ce temps, il n'y avait pas beaucoup d'éloges et d'instructions et l'instruction était encore utile. C'est pourquoi Mamadou a pu devenir un grand quelqu'un, même un docteur. Malgré le divorce accordé par l'administration coloniale avec les droits de la femme, malgré que Morifing avait la garde de ses 2 enfants, le chasseur violent continuait de chercher ma tante et son second mari. Des fois, dans la nuit, il se réveillait, tirait seul son fusil en l'air et disait qu'il allait les tuer tous les deux, qu'il les tuerait tous les deux comme des biches s'il les voyait. C'est pourquoi ma tante et son mari étaient partis loin de toutes les colonies françaises comme la Guinée et la Côte d'Ivoire pour se réfugier dans la forêt au Libéria, qui est une colonie américaine, des Américains noirs et où les lois françaises, droits de la femme, ne sont pas appliquées. Parce que l'anglais que les gens parlent là-bas s'appelle Pidgin Faforo. Donc, au moment des funérailles de ma mère, le chasseur violent n'était pas au village. C'était son habitude de quitter plusieurs mois le village pour aller loin dans d'autres pays où il continuait à faire le violent et à tuer plein d'animaux sauvages pour vendre leur viande. C'était ça son commerce, son occupation. C'est parce qu'il était absent que ma tante était venue au village pour venir nous aider tous, grand-mère, Bala et moi, à pleurer la mort de ma mère. 3 semaines après l'arrivée de ma tante au village, ils ont réuni un grand palabre de la famille dans la case de grand-père. Palabre signifie assemblée coutumière où se discutent les affaires pendantes, se prennent les décisions. Le palabre réunissait grand-père, grand-mère, ma tante, d'autres tantes et d'autres oncles. Ils ont décidé en raison des lois de la famille chez les Malinqués que ma tante était devenue, après la mort de ma maman, ma seconde mère. La seconde mère est appelée aussi tutrice. C'était ma tante, ma tutrice, qui devait me nourrir et m'habiller et avait seul le droit de me frapper, injurier et bien m'éduquer. Ils ont décidé que je devais partir au Libéria avec ma tante, ma tutrice, parce qu'au village, je n'allais pas à l'école française ou à l'école coranique. Je faisais le vagabond d'un enfant de la rue ou allais à la chasse dans la brousse avec Bala, qui, au lieu de m'instruire dans les paroles d'Allah du Coran, m'apprenait la chasse, le fétiche et la sorcellerie. Cela, grand-mère était contre. Elle voulait m'éloigner, me faire quitter Bala pour que je ne devienne pas un bambara, un féticheur non croyant, au lieu de rester un vrai malinqué qui fait bien ses 5 prières par jour. Grand-mère, pour m'encourager, me convaincre, de quitter mon beau-père, Bala m'a dit que là-bas au Libéria, chez ma tante, je mangerais tous les jours du riz avec viande et sauce graine. Mais j'ai été contente de partir et j'ai chanté parce que j'avais envie de bien manger du riz avec une sauce graine. Voilà, hey, au nom d'Allah. Mais le conseil des vieux a annoncé à grand-père et grand-mère que je ne pouvais pas quitter le village parce que j'étais un bilakoro. On appelle bilakoro un garçon qui n'est pas encore circoncis et initié. Parce qu'au Libéria, là-bas, c'est la forêt et les hommes sont des bushmen. Bushman signifie, d'après inventaire, homme de la forêt, nom donné par mépris par les noms de la savane
aux hommes de la forêt. Les Bushmen sont des gens de la forêt qui ne sont pas malinqués, qui ne connaissent pas la circoncision et l'initiation. J'ai fait partie du premier contingent de la bonne saison de Bilakoro pour la circoncision et l'initiation. Une nuit, on est venu me réveiller, nous avons marché et au lever du soleil, nous étions dans une plaine à la lisière de la forêt sur l'aire de la circoncision. On n'a pas besoin d'être sur l'aire de la circoncision pour savoir que là-bas, on coupe quelque chose. Chaque Bilakoro a creusé un petit trou devant lequel il s'est assis. Le circonciseur est sorti de la forêt avec autant de citrons verts que de garçons à circoncire. C'était un grand vieillard de casse-forgeron. C'était aussi un grand magicien et un grand sorcier. Chaque fois qu'il tranchait un citron vert, le prépuce d'un garçon tombait. Il a passé devant moi, j'ai fermé les yeux et mon prépuce est tombé dans le trou. Ça fait très mal, mais c'est cela la loi chez les malinqués. On nous a logés dans un campement, dans un bois touffu à l'entrée du village et nous avons vécu ensemble pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, on nous a appris des choses comme beaucoup de choses avec obligation de ne jamais les divulguer. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Je n'en parlerai jamais à mon non-initié. Je n'en parlerai jamais à un non-initié de ce que j'ai appris à l'initiation. Le jour que nous avons quitté le bois sacré, nous avons bien mangé et bien dansé. Nous n'étions plus des Bilakoro, nous étions des initiés, des vrais hommes et moi, je pouvais quitter le village sans choquer personne, sans que personne ne jase. Ma tante, qu'on appelle aussi ma seconde maman ou ma tutrice, et moi, Birahima, un garçon sans peur ou reproche, nous étions prêts pour rejoindre le Libéria quand brusquement un soir, à l'heure de la 4e prière, on a entendu de gros cris suivis de coups de fusil du côté de la concession de l'ancien mari de ma tante, le chasseur violent. Tout le village a crié et a dit que le chasseur était revenu. Ma tante a eu tellement peur que sans perdre de temps, elle a disparu dans la nuit dans la boue sans moi. C'est quand 2 semaines après ma tante est arrivée près de son mari là-bas au Libéria que grand-mère et les vieux du village ont commencé à chercher un voyageur capable de m'accompagner chez ma tante au Libéria. Chez nous, tout le monde connaît les noms de tous les grands quelqu'un originaires du pays qui ont plein d'argent à Abidjan, Dakar, Bamako, Conakry, Paris, New York, Rome et même dans les pays lointains. Les fois est de l'autre côté de l'océan en Amérique et en France là-bas. Les grands quelqu'un sont appelés aussi Hadji parce qu'ils vont tous les ans à la Mecque pour égorger là-bas dans le désert leurs moutons de la grande fête musulmane appelée Fête des moutons ou El Kabir. C'est pourquoi tout le monde depuis longtemps au village avait entendu parler de Yacouba. Yacouba était un grand homme, était un grand quelqu'un originaire du village qui était à Abidjan et qui faisait aussi le grand Hadji là-bas avec le grand boubou bien amidonné. Un matin au réveil, tout le village a appris que Yacouba était revenu dans la nuit. Mais chacun devait fermer sa bouche et personne ne devait dire que Yacouba était au village. L'homme qui était revenu, tout le monde savait qu'il s'appelait bien Yacouba, mais chacun devait oublier son nom à Yacouba, de Yacouba et l'appeler Tiekoura. 5 fois par jour, tout le monde le voyait aller à la mosquée et personne ne devait dire à un autre qu'il l'avait vu passer de ses yeux. Yacouba alias Tiekoura. En français, quand quelqu'un a un nom et qu'on doit l'appeler par un autre, on dit alias. Yacouba alias Tiekoura était au village depuis 2 lunes et personne ne l'appelait par son nom Yacouba et personne ne demandait pourquoi un grand quelqu'un comme ça lui était revenu. Comme au village, on ne trouvait toujours personne pour m'accompagner chez ma tante au Libéria, le grand-père, quelqu'un Hadji Tiekoura alias Yacouba, un matin après la prière a dit qu'il allait m'emmener au Libéria. Il voulait m'accompagner parce qu'il était aussi multiplicateur de billets.
Un multiplicateur de billets est un marabout à qui on donne une petite poignée d'argent un jour et qui un autre jour te rembourse avec plein de billets CFA ou même des dollars américains. Tchekoura était multiplicateur de billets et aussi marabout, devint et marabout fabricant d'amulettes. Tchekoura était pressé de partir parce que partout tout le monde disait qu'au Libéria là-bas, avec la guerre, les marabouts, multiplicateurs de billets ou de devins guérisseurs ou fabricants d'amulettes, gagnaient plein d'argent et de dollars américains. Ils gagnaient trop d'argent parce qu'il ne restait plus au Libéria que des chefs de guerre et des gens qui ont trop peur de mourir. Un chef de guerre est un grand quelqu'un qui a tué beaucoup de personnes et à qui appartient un pays avec des villages pleins de gens, pleins de chefs de guerre sur commande et peut tuer sans aucune forme de procès. Avec les nerfs et avec les chefs de guerre et leurs gens, Tchekoura était sûr d'exercer là-bas sans être emmerdé par la police comme à Abidjan. Il était toujours emmerdé par la police pour tout le travail et tous les métiers qu'il exerçait à Abidjan. Yopou, Gomporbo et autres villes de Côte d'Ivoire comme Daloa, Bassam, Bouaké et même Boundiali, un pays sénoufo là-bas au nord. Yacouba alias Tchekoura était un vrai grand quelqu'un, un vrai adji. Quand il a été circoncis, il a quitté le village pour aller vendre les colas dans beaucoup de villes de la forêt au pays de Bushman. En Côte d'Ivoire comme à Gboville, Daloa, Gagnoa ou Anyama. À Anyama, il est devenu riche et a exporté plein de paniers de colas par bateau à Dakar. Par mouillage des barbes signifie bakshish. Par mouillage des barbes ou bakshish des douaniers, les paniers de cola embarquaient au port d'Abidjan, arrivaient et sortaient au port de Dakar sans payer un sou de taxe ou de droit. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, si l'exportateur de cola ne mouille pas bien les barbes des douaniers, il est obligé de payer plein de taxes et de droits comme impôts aux voyageurs et ne gagne rien de retour. Il est obligé de payer. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, si l'exportateur de cola ne mouille pas bien les barbes des douaniers, il est obligé de payer plein de taxes et de droits comme impôts au gouverneur et ne gagne rien de rien. Les paniers de Yacouba qui n'avaient pas payé un sou de taxes étaient vendus au prix fort sur le marché au Sénégal avec de gros bénéfices. Avec les gros bénéfices, Yacouba alias Tchekoura est devenu riche. Riche, il a pris l'avion et est allé à la Mecque pour devenir Adji. Adji, il est revenu à Abidjan pour marier plusieurs femmes. Pour caser les nombreuses femmes, il a acheté plusieurs concessions, plusieurs cours à Anyama et autres lieux perdus, pleins d'assassins d'Abidjan comme à Bobo. Comme il y avait beaucoup de chambres vides dans les concessions, ce sont ses parents, ses amis, les amis de ses parents et de ses amis, les parents de ses femmes qui sont venus de partout pour occuper les chambres. Se fait bien nourrir et crier de partout. Se fait bien nourrir et crier beaucoup de palabres. Pour régler les palabres toute la journée, quand Yacouba alias Tchekoura ne priait pas, il discutait sous la patame. À patam, c'est une construction légère à toit de papeau ou de feuillage, de palmiers tressés posés sur des pilotis qui servent d'abri contre le soleil. Il discutait sous la patame dans son grand boubou amidonné avec les proverbes et les sourates d'un grand adji avec turban. Un mois, il a été tellement occupé par les palabres, tellement emmerdé par les palabres qu'il a oublié de bien mouiller la barbe des douaniers pour un bateau plein de paniers de cola qui est bien parti et est bien arrivé à Dakar. À Dakar, il y avait grève des dockers. Les dockers et les douaniers ont laissé les colas pourris dans les cales pendant que Yacouba alias Tchekoura continuait encore à palabrer sous la patame. Tous les paniers de cola d'un bateau entier étaient entièrement foutus, perdus, bons à être jetés dans la mer. Yacouba avait perdu tout son argent. On dit en français que Yacouba était complètement ruiné, totalement ruiné.
Quand on est ruiné, les banquiers viennent réclamer l'argent qu'ils t'avaient généreusement prêté. Si tu ne rembourses pas sur place, ils se défèrent au tribunal. Si tu n'arrives pas à mouiller les babes des magistrats, des juges, greffiers et avocats au tribunal d'Abidjan, tu es condamné au plus fort. Quand tu es condamné, si tu n'arrives pas à mouiller les babes des huissiers et des policiers, on saisit tes concessions avec tes maisons. On a choisi toutes les concessions de Yacouba alias Tchekoura pour ne pas voir ça et pour qu'on ne mette pas la main sur les bijoux de ces femmes. Il s'est enfui au Ghana. Le Ghana est un pays près de la Côte d'Ivoire où on joue bien le football et où on parle aussi le pidgin. Comme anglais. Au Ghana, il avait plein de marchandises beaucoup moins chères qu'à Abidjan. Eh bien, mouillant les baves des douaniers des frontières, il a fait entrer ses marchandises en Côte d'Ivoire sans payer les droits et a pu les vendre au prix fort avec de gros bénéfices. Avec les bénéfices, il s'est enrichi, a acheté une grande concession à Yopougon, Port-Boué, des femmes, des turbans, des boubous à midonner et des cars rapides pour supporter les passagers pressés. Oui, beaucoup de cars rapide. Comme le conducteur d'un des cars détournait toutes les recettes, Yacouba alias Tchekoura est monté lui-même dans le car pour encaisser son argent. Le conducteur mécontent a provoqué un accident mortel. Yacouba, blessé, hospitalisé, a été guéri par Allah parce qu'il courbait tous les jours ses 5 prières et égorgeait très souvent plein de sacrifices. Parce que ces sacrifices étaient exaucés. Chez les Africains indigènes noirs, c'est quand les sacrifices qu'on fait sont exaucés qu'on a beaucoup de chance. De son côté, de son hospitalisation, il tira 2 choses. Primo, il devient boiteux. On l'appela le bandit boiteux. Secondo, il tira la pensée que Allah, dans sa bonté, ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée. Faforo, cesse de mon père. Pendant que Yacouba alias Tchekoura était à l'hôpital, un de ses amis est venu lui rendre visite. Il s'appelait Sekou Doumbouya. C'était un camarade de groupe d'âge, un camarade d'initiation, donc un très vieux ami. Dans les villages noirs nègres africains, les enfants sont classés par groupe d'âge. Ils font tout par groupe d'âge. Ils jouent et sont initiés par groupe d'âge. Sekou est bien venu lui rendre visite en Mercedes-Benz. En Côte d'Ivoire, ce sont les riches qui circulent en Mercedes. Sekou a indiqué à Yacouba le métier qu'il exerçait pour gagner beaucoup d'argent sans risque et sans rien foutre. C'était le travail de marabout. À la sortie du CHU de Yopougon, Yacouba alias Tchekoura a vendu les papes de la voiture et les autres cars rapidement et s'est installé comme marabout. Il s'est installé comme marabout multiplicateur de billets, fabricant d'amulettes, inventeur de paroles de prière pour réussir et découvrir des sacrifices pour éloigner tous les mauvais sorts. Son travail a bien marché parce que plein de ministres, de députés, de hauts fonctionnaires, de nouveaux riches et d'autres gros quelqu'un ont commencé à entrer chez lui. Quand les bandits, assassins et autres tueurs de Côte d'Ivoire ont vu ça, ils sont entrés chez lui avec des valises pleines d'argent pour voler, pour multiplier les billets des gains des hold-up. À Abidjan, quand les policiers voient un bandit avec une arme à la main, ils ne discutent pas avec lui. Ils l'abattent sans forme de procès, comme un gibier, un lapin. Le jour où les policiers ont tiré sur 3 bandits, 2 sont morts sur le champ. Le 3e, avant de crever, a pu expliquer que leur argent était chez le multiplicateur de billets Yacouba, alias Tchekoura. Les policiers ont débarqué chez le multiplicateur. Par sacrifice exaucé signifie par chance d'après inventaire des particularités. Les nègres indigènes africains font beaucoup de sacrifices sanglants contre les malheurs. C'est quand leurs sacrifices sont exaucés qu'ils ont plein de chance. Par sacrifice exaucé ou par chance, Yacouba alias Tchekoura était absent quand les policiers ont fouillé ou ont trouvé chez lui trop de valises pleines de billets de banque. Yacouba n'est plus retenu chez lui. Il a fait fuir Abidjan la nuit après le nom de Tchekoura et s'est réfugié
Yacouba n'est plus retourné chez lui. Il a fui Abidjan la nuit, a pris le nom de Tchekoura et s'est réfugié au village où tous ceux qui le voyaient disaient qu'ils ne l'avaient pas vu. Yacouba continuait à penser et il le disait que Allah, dans son immense bonté, ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée. C'est cet homme qui s'était proposé pour m'accompagner chez ma tante au Libéria. Voilà, hey, au nom d'Allah, c'est vrai. Il est venu un matin me voir, il m'a pris à part en secret, il m'a fait des confidences. Le Libéria était un pays fantastique. Son métier à lui, multiplicateur de billets de banque, était un boulot en or là-bas. On l'appelait là-bas grignement. Un grignement est un grand quelqu'un de là-bas. Pour m'encourager à partir, il m'a pris des tas d'autres choses sur le Libéria. Des choses merveilleuses. Là-bas, il y avait la guerre tribale. Là-bas, les enfants de la rue comme moi devenaient des enfants soldats qu'on appelle en pidgin américain d'après mon arabe small soldiers. Les small soldiers avaient tout et tout. Ils avaient des kalachnikovs. Les kalachnikovs, c'est des fusils inventés par un Russe qui tire sans s'arrêter. Avec les kalachnikovs, les enfants soldats avaient tout et partout. Les enfants soldats avaient tout et tout. Ils avaient de l'argent, même des dollars américains. Ils avaient des chaussures, des galons, des radios, des casquettes et même les voitures qu'on appelle aussi des 4x4. J'ai crié voilà hey. Je voulais partir au Libéria vite et vite. Je ne voulais devenir un enfant soldat, un small soldat, un enfant soldat ou un soldat enfant, c'est kiff pareil. Je n'avais que le mot small soldier à la bouche. Dans mon lit, quand je faisais caca ou pipi, je criais seul small soldier. Un matin, au premier chant du coq, Yacouba est arrivé à la maison, il faisait encore nuit. Grand-mère m'a réveillé et m'a donné du riz sauce arachide. J'ai beaucoup mangé. Grand-mère nous a accompagnés. Arrivé à la sortie du village, il y a des décharges du village. Elles m'ont mis dans la main une pièce d'argent. Peut-être toute son économie. Jusqu'à aujourd'hui, je sens le chaud de la pièce dans le creux de sa main. Puis elle a pleuré et est retournée à la maison. Je n'allais jamais plus la revoir. Ça, c'est Allah qui a voulu ça. Et Allah n'est pas juste dans tout ce qu'il fait ici-bas. Yacouba m'a demandé de marcher devant lui. Yacouba boitait, on l'appelait le bandit boiteux. Il a dit, avant le départ, qu'on en route, nous aurions toujours quelque chose à manger parce que Allah, dans son immense beauté, ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée. Avec nos bagages sur la tête, Tchekoura et moi sommes partis à pied avant le lever du soleil pour la ville du marché où on trouvait les camions pour toutes les capitales de Guinée, du Libéria, de Côte d'Ivoire et de Mali. Nous n'avons même pas beaucoup fait pied à la route, même pas 1 kilomètre. Tout à coup, à gauche, une chouette a fait un gros foufou et est sortie des zèbres et a disparu dans la nuit. J'ai sauté de peur, j'ai crié maman et je me suis accrochée aux jambes de Tchekoura. Tchekoura, qui est un homme sans peur ni reproche, a récité une des trop puissantes sourates qu'il connaît par cœur. Après, il a dit qu'une chouette qui sort à gauche du voyageur est un mauvais présage pour le voyage. Présage signifie signe par lequel on préjuge de l'avenir. Il s'est assis et a récité 3 autres sourates fortes du Coran et 3 terribles prières de sorciers indigènes. Automatiquement, un tourako a chanté à droite. Tourako, oiseau de grande taille frugivore, d'après inventaire. Le tourako ayant chanté à droite, Yacouba s'est levé et a dit que le chant du tourako est une bonne réponse. Une bonne réponse qui signifiait que nous avions la protection de l'âme de ma mère. L'âme de ma maman est trop forte parce que ma maman a trop pleuré sur terre ici-bas. L'âme de ma maman avait balayé sur notre route le funeste foufou de la chouette. Funeste signifie qui apporte le malheur, la mort. Bien
que je sois maudit par ma maman, son âme me protégeait. Et nous avons continué notre bon pied de route. Bon pied de route signifie qu'après inventaire marché, sans parler parce que nous avions parce que nous étions très forts et rassurés. Après ça, nous n'avons pas encore longtemps fait beaucoup pied la route, même pas 5 kilomètres. Tout à coup, à gauche, encore une deuxième chouette a fait foufou dans les herbes et a disparu dans la nuit. J'ai tellement eu peur que j'ai crié 2 fois « Maman ». Yacouba alias Yokura, qui est un type sympa, sans peur ni reproche dans le maraboutage et la sorcellerie, a récité 2 des trop bonnes sourates qu'il connaît par cœur. Après, il a dit que les chouettes qui sautent 2 fois à gauche du voyageur, c'est trop. Et trop mauvais augure. Augure signifie signe qui semble annoncer l'avenir. Il s'est assis et a récité 6 sourates fortes du Coran et 6 grosses prières de sorciers indigènes. Automatiquement, une perdrix a chanté à droite. Alors, il s'est levé, il a souri et a dit que le chant de la perdrix signifie que nous avons la protection de l'âme de ma mère. L'âme de ma mère est une bonne âme et trop forte âme parce que ma maman a trop pleuré et balayé encore sur notre voyage le deuxième funeste foufou de la chouette. Ma maman était très bonne. Elle me protégeait bien que nous avons continué à marcher notre bon pied la route sans nous soucier parce que nous étions vraiment contents et fiers. Après ça, nous n'avons pas encore fait longtemps pied la route, même pas 10 km. Tout à coup, à gauche, une troisième chouette a fait un trop gros foufou dans les herbes et a disparu dans la nuit. J'ai tellement eu peur que j'ai crié 3 fois maman. Tchékoura, qui est un homme sans peur ni reproche dans le maraboutage et la sorcellerie, a récité 3 des trop puissantes sourates qu'il connaît par cœur. Après, il a dit que des chouettes qui sautent à gauche du voyageur 3 fois est 3 fois trop mauvais présage pour le voyage. Il s'est assis et a récité 9 autres sourates fortes du Coran et 9 grosses prières de sorciers indigènes. Automatiquement, une pintade a chanté à droite. Alors il s'est levé et il a souri et a dit que le chant de la pintade signifie que nous avons la bénédiction de l'âme de ma mère. L'âme de ma mère est une bonne et trop forte âme parce que ma maman a trop pleuré et a trop marché sur les fesses ici-bas. L'âme de ma mère avait balayé encore sur notre voyage le troisième funeste foufou de la chouette et nous avons continué à marcher notre bon pied et la route sans beaucoup penser, tellement nous étions heureux et rassurés. Le matin commençait à arriver et nous continuions à marcher. Tout à coup, tous les oiseaux de la terre, des arbres du ciel ont chanté ensemble parce qu'ils étaient tout contents. Tellement contents, cela a fait sortir le soleil qui a bondi vis-à-vis devant nous au-dessus des arbres. Nous aussi, nous étions trop contents. Nous nous regardions au loin le sommet du fromager du village quand nous avons vu arriver sur notre gauche un aigle. L'aigle était lourd parce qu'il tenait quelque chose entre ses serres. Arrivé à notre hauteur, l'aigle a lâché au milieu de la route ce qu'il tenait. C'était un lièvre mort. Tchékoura a crié de nombreux gros bismillah et a prié longtemps et longtemps avec des sourates et beaucoup de prières de féticheurs kafres. Il était trop soucieux et a dit qu'un lièvre mort au milieu de la piste était très mauvais, trop mauvais augure. Arrivés, nous ne sommes pas partis directement à l'autogare. Nous sommes entrés en ville avec volonté de renoncer au voyage, de retourner à Togobala. Il y avait trop de mauvais présages. Mais nous avons vu une vieille grand-mère foutue s'appuyant sur un long bâton. Yacouba lui a donné une noix de cola. Elle était contente et elle nous a conseillé d'aller consulter un homme qui venait d'arriver dans le village. Cet homme était devenu le plus fort des marabouts des médiums. Les magiciens du village et de la région. Médium signifie
personne réputée pouvoir communiquer avec les esprits. Nous avons contourné 3 concessions, 2 cases et nous sommes tombés à pic chez le marabout. Nous avons attendu dans le vestibule, vu qu'il y avait des gens devant nous. En entrant dans la case surprise, le marabout n'était autre que Sekou, l'ami d'enfance de Yacouba qui lui avait rendu visite en Mercedes au CHU de Yopougon. Yacouba et Sekou se sont embrassés. Sekou avait été obligé de quitter Abidjan et d'abandonner sa Mercedes et tous ses biens à cause d'une sombre affaire de multiplicateur de billets comme Yacouba. Sombre affaire signifie déplorable, lamentable affaire d'après le petit Larousse, comme 30 millions. Dès que nous nous sommes assis dans la case Sekou, par une prestidigitation de maître assorti de la manche de son boubou un poulet blanc. Yacouba a crié son émerveillement. Moi, j'ai été surpris par un effroi. Effroi signifie frayeur mêlé d'horreur qui suit d'après le petit Robert. Sekou nous a recommandé beaucoup de sacrifices, des durs sacrifices. Nous avons tué 2 moutons et 2 poulets dans un cimetière. Le poulet qu'il avait sorti de sa manche de plus un autre. Les sacrifices ont été exaucés, Allah et les mânes n'étaient pas obligés de les accepter. Ils l'ont fait parce qu'ils l'ont voulu. Nous avons été rassurés. C'est qu'on nous a conseillé aussi de ne pas embarquer avant vendredi. Vendredi était le seul jour qui était recommandé à des voyageurs qui ont vu un lièvre mort sur leur piste. Recommander signifie conseiller vivement. Parce que vendredi est jour saint des musulmans, des morts et même des féticheurs aussi. Nous étions optimistes et forts. Optimiste signifie confiant en l'avenir d'après Larousse. Nous étions optimistes et forts parce qu'Allah, dans son immense bonté, ne laisse jamais une bouche qu'il a créée sans subsistance. Subsistance signifie nourriture et entretien. On était en juin 1993. Faut pas oublier de dire que dans les discussions avec le médium Sekou, Yacouba est parvenu à le convaincre qu'il devait aller au Libéria et en Sierra Leone. Parce que dans ces pays, les gens mouraient comme des mouches et dans le pays où les gens mouraient comme les mouches, les marabouts qui sont capables de sortir un poulet de leur manche gagnent beaucoup d'argent, trop de dollars. Il n'a pas dit non. Et de fait, nous l'avons rencontré en plusieurs occasions dans les forêts inhospitalières du Libéria et de Sierra Leone. Inhospitalier signifie farouche, sauvage. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'en ai marre. Je m'arrête aujourd'hui. Wallahe Faforo. Cesse de mon père. Yamoko Dei. Bâtard. Ainsi s'achève notre chapitre 1. Qu'avez-vous pensé de ce roman? Waouh! Le chapitre est assez long. Par moments même, je m'endormais parce qu'il est très tard. Et je suis obligée de faire mes lectures tardivement. Sur ce, je vous dis à très bientôt.